Bonsoir et bienvenue. Qui des 14 candidats en lice sortiront vainqueurs du scrutin de désignation des professionnels des médias devant siéger comme conseillers à la prochaine mandature de la HAC? Des chiffres et des noms sortent, mais pas encore des voix autorisées. Avec l'appui de la Sénat, les élections se sont effectivement déroulées ce dimanche dans tous les centres prévus. Ils vont pouvoir à 3 postes sur les 9 pour le compte de cette 7e mandature de l'institution chargée de la protection de la liberté de la presse au Bénin. Tout va comme sur des roulettes dans l'organisation du brevet d'études du premier cycle. C'est demain dans le Zoo et partout au Bénin. Le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle nous le confirme et rassure en cette veille du démarrage des épreuves écrites de cet examen. Et puis, reboisement du site de forêt classée de Semepoji. La société béninoise de boissons rafraîchissantes, Sobebra, a procédé hier à la mise en terre de plants pour participer à l'atténuation des effets du changement climatique. Pas encore de chiffres officiels, mais les professionnels des médias étaient aux urnes ce matin pour désigner leurs représentants devant siéger à la HAC. Ceci dans le cadre du renouvellement des membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour le compte de la 7e mandature. Le scrutin a bien eu lieu dans les différents bureaux de vote. Une équipe de notre rédaction a effectué une descente au niveau du bureau de vote installé à l'annexe de la HAC. Les précisions avec Candide Moueton. Forte mobilisation des professionnels des médias au petit matin de ce dimanche 9 juin au bureau de vote du bâtiment annexe de la HAC à Cotonou. Ils sont ici pour remplir leurs devoirs professionnels dans le cadre du scrutin de renouvellement des membres de l'institution 7e mandature. L'élection se déroule dans la catégorie de l'audiovisuel, la presse écrite et celle de techniciens télécom. Avant de passer au vote, quelques formalités sont remplies par les électeurs. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen, ça s'est bien déroulé, sans anicroche, sans incident. Tout se passe normalement comme prévu. Il est bon de voter pour aller porter son suffrage sur le choix qu'on s'est fait. Donc je voudrais aussi inviter tous mes confrères qui sont dubitatifs, qui se sentent réticents, de lever le doute au niveau de leur conscience. Je pense que la fluidité est là parce que l'équipe mise en place par la CELA est une bonne équipe, c'est bien huilé. Et donc une file et ça passe très vite. J'ai pu faire accomplir mon devoir citoyen pour le choix de mon représentant. Nous n'avons rencontré aucune difficulté. Tous les électeurs qui sont venus ont voté normalement et sont repartis. Ils ont tous retrouvé leur nom sur la liste et ils votent. Ici, comme au niveau des autres bureaux de vote, les candidats eux aussi sont sortis pour exprimer leur suffrage. Je pense que tout au long de la période de campagne, nous avons joué entièrement notre part. Aujourd'hui, il s'agit, comme tout autre acteur de médias inscrit sur la liste électorale, de sortir de chez lui et de venir simplement accomplir son devoir. Et c'est ce que nous avons fait. Et je voudrais remercier les uns et les autres pour la mobilisation. Et cela témoigne déjà l'engagement que nous avons remarqué sur le terrain, l'engagement des uns et des autres, à faire rayonner notre institution de régulation. Et c'est ça le défi que nous tous, nous devons relever ensemble. Je voudrais d'abord remercier et reconnaître la transparence du processus électoral, reconnaître la participation massive de tous les professionnels des médias. Cela témoigne de l'intérêt qu'ils ont pour la coopération, la volonté d'élire des professionnels des médias avec le profil adéquat, capables de porter leur voix. Ouvert à 8 heures dans 13 bureaux de vote répartis sur toute l'étendue du territoire national, le scrutin de renouvellement des membres de la HAC 7e mandature se referme à 16h00. Les résultats sont attendus dans les heures qui vont suivre. Des résultats qui circulent déjà sans précision ni voix officielle. Eh bien, 124 860 candidats, dont 61 696 filles et 63 164 garçons,
planche dès demain pour le compte du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024. À quelques heures du démarrage des épreuves écrites de cet examen, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a adressé un message à tous les acteurs de l'école béninoise. Je vous invite à suivre le ministre Yves Kouaro-Chabi sur des propos recueillis par Kadri Mokoni et Alassane Harouna. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, chers acteurs du secteur de l'éducation nationale, le temps a fait son œuvre et nous conduisons inexorablement à son terme l'année scolaire 2023-2024. Elle a été marquée par des actions pertinentes prises de façon consensuelle, en tenant compte de l'évolution du monde. C'est ainsi que l'ensemble des acteurs a pris la décision, entre autres, d'innover l'enseignement des sciences techniques par des exercices plus pratiques et de relever le niveau de nos enfants dans toutes les disciplines en lien avec l'évolution du monde. Qui n'a pas besoin d'utiliser les nouvelles technologies de la communication, par exemple? À ce titre, il a été décidé qu'à l'étape du premier cycle de l'enseignement du second degré, l'ensemble des enfants béninois est une notion confirmée dans toutes les disciplines d'enseignement, sauf l'allemand et l'espagnol, pour lesquels l'apprenant est appelé à faire un choix. C'est donc la fin du BEPC moderne long et du BEPC modèle court. C'est l'ère du brevet d'études du premier cycle unique. Ceci offre plus d'ouverture à tous nos enfants dans le continuum de l'éducation allant du second cycle de l'enseignement du second degré à l'université. Ainsi, pour la session de l'examen du BEPC de cette année 2024, tous les candidats auront à composer dans toutes les disciplines enseignées et les épreuves orales concerneront uniquement que la discipline anglais, pour les candidats admissibles bien sûr. Le but visé à travers cette décision est de propulser nos enfants dans l'univers de la culture, des humanités et des sciences techniques et technologiques qui renforcent en eux les fondamentaux de leur époque. Je puis alors assurer toute la communauté éducative de notre pays qu'il s'agit là d'une avancée notable et que cette réforme n'aura aucune conséquence négative sur la réussite des candidats à l'examen du BEPC. Chers enseignants et chers partenaires sociaux, cette réforme qui oriente le système éducatif vers des horizons rassurants de stabilité, d'équilibre du développement humain à la base, c'est à chacun de vous que le pays le doit. Et c'est le moment pour moi de remercier, au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, votre engagement et votre sens du sacrifice et du devoir pour avoir œuvré à asseoir une assiette de connaissances et de compétences, gage d'un futur meilleur pour notre pays. Voilà le contexte dans lequel, ce lundi 10 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants de la classe de 3e et autres candidats libres composeront à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024. Sur le plan national, 124 860 candidats sont inscrits, dont 61 696 filles, soit un pourcentage de 49,41%, et 63 164 garçons, soit un pourcentage de 50,59%, contre un total de 121 844 candidats pour la session de l'année dernière. Ce qui indique une hausse de 3 016 candidats, traduisant un taux de progression de 2,48%. Cette hausse, nous la devons grâce aux efforts soutenus du gouvernement et des parents d'élèves. Je m'en réjouis car cela montre les efforts consentis
pour lutter contre la déscolarisation et la déperdition scolaire. Comme une conséquence logique de l'augmentation de l'effectif des candidats, nous enregistrons la création de 5 nouveaux centres de composition. Ainsi, le nombre de centres de composition est passé de 215 en 2023 à 220 cette année. Le plus jeune des candidats a 11 ans et le plus âgé en a 52. Au nom du gouvernement, j'exprime mes encouragements ainsi que mes remerciements aux enseignants, aux partenaires sociaux et aux cadres à divers niveaux qui ont œuvré inlassablement pour l'organisation de cet examen, pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Je souligne et félicite l'apport inestimable des responsables et acteurs de nos établissements publics et privés et voudrais rassurer la nation toute entière que toutes les dispositions sont prises pour que les compositions se déroulent dans les meilleures conditions. En cette veille du démarrage, demain lundi, sur toute l'étendue du territoire national, de la phase écrite de l'examen du brevet d'études du premier cycle, tout est fin prêt dans le zoo. Le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle en donne le gage. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ces compositions. Rémi Ghislain Ahokwasi a profité de l'occasion pour rappeler aux parents le rôle qui est le leur encore pendant ces 2 jours. Suivez ces 3 jours, j'allais dire. Suivez ici au micro d'Imet Hélène Amousso, le directeur départemental. Oui, c'est prêt. Je ne dirais pas que tout est fait prêt, mais c'est prêt. Et nous attendons le BPC de pied ferme. Le matériel lourd est déjà déployé dans tous les centres de composition. Le matériel sensible est déjà dans tous les commissariats proches des centres de composition. Les listes des candidats dans tous les centres de composition est affichée déjà. Les établissements qui abritent les compositions, je veux dire les établissements qui sont retenus comme centres de composition, sont actuellement en train de travailler pour rendre les lieux propres. En ce qui concerne la direction départementale, les dispositions sont prises pour que les établissements qui abritent le déroulement du BPC écrit, les salles de classe soient aménagées, revues, les toitures, pour que ça ne laisse pas couler l'eau. Et comme je l'ai dit à l'entame, il y a déjà la phase préparatoire qui consiste à rendre l'établissement propre. Là où l'eau stagne, il faut remblayer. Donc tout ça, c'est en train de se faire actuellement dans les centres de composition. Au niveau des parents aussi, il faudrait que des dispositions soient prises de leur côté pour permettre à leurs enfants candidats d'aller composer et de faire les allers et retours dans de bonnes conditions. Aux candidats, comme ils sont les tout premiers acteurs, les tout premiers concernés, et nous allons leur demander de continuer la révision. Ce n'est pas la fin. Même le dernier jour, de continuer par réviser, mais ce n'est pas le moment de veiller. De bien dormir, de se réveiller correctement le lendemain, de savoir quoi manger ces derniers temps, puisque c'est un examen qui est préparé pendant toute une année. Il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir composer dans de bonnes conditions. Après 8 années de gouvernance, Patrice Talon a déployé ses ministres pour une tournée de reddition de comptes. Elle vise à partager avec les populations
La vision du gouvernement, les ministres qui d'ailleurs présentent le bilan des actions, des différents programmes d'action de gouvernement enclenchés et mis en œuvre. Les populations de Nati Tengou ont livré leur appréciation à propos. Suivez. Moi, je remercie beaucoup le chef de l'État et son gouvernement à travers d'abord ce que nous savions avant concernant leur projet d'asphaltage qu'on a vu seulement ici. Nous avions longtemps pensé que ça Nati Tengou a gagné. Mais quand ils sont venus, ils ont beaucoup expliqué beaucoup de choses qu'on ne savait même pas aussi. Et le marché de Nati Tengou a été construit sous talon. Aussi, la voie Kota-Kwandé qui est en train d'être réalisée est un grand projet vraiment qui va impacter, les populations de tout le tronçon et pourquoi pas aussi les gens de Nati Tengou. Donc je me remercie beaucoup le chef de l'État et son gouvernement à travers cette tournée où on apprend des informations qui n'étaient pas à notre portée. C'était nécessaire qu'il y ait une tournée de reddition de comptes pour éclairer toute la population. Et il y a eu beaucoup de réalisations que fait le gouvernement à travers son président Patrice Talon et que les gens cherchent à peindre en noir. Mais avec cette descente, nous avons eu plus d'éclaircissements, nous avons été éclairés par les membres de la délégation sur les acquis que nous avons eus dans notre commune à Nati Tengou, au-delà de l'asphaltage qui est visible, le marché que nous avons. Et il y a par exemple l'eau. Vous savez qu'à Nati Tengou, il y a problème d'eau. Mais Nati Tengou va bénéficier d'un gros programme d'eau. N'eût été cette tournée de reddition de comptes, on ne pouvait pas savoir. On allait continuer par se plaindre. Alors, avec cette tournée, nous avons été éclairés, nous sommes sûrs et nous attendons ce gros projet d'eau qui va mettre fin à la souffrance des femmes. Moi, je vais d'abord féliciter le gouvernement pour la tournée qu'il est en train d'effectuer. Puisque, entre-temps, vraiment, on n'entendait pas sa voix. Et les gens disaient qu'il ne tourne pas, il ne parle pas, il fait des choses ailleurs. Bon, nous, on était bleus. Présentement, à base de cette tournée-là, vraiment, on est content. Puisque, à part le marché qui est fait ici, avec un peu de voix qui est fait ici, à part ça, on n'a rien ici à Nati Tengou. Mais à base de cette tournée, on a su qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à Nati Tengou. Moi, je pense que cette tournée est salutaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, nous n'avons pas la bonne information. Pour nous, habitants de Nati Tengou, c'était comme si nous étions écartés du Bénin. Parce qu'après la première phase d'asphaltage, nous avons appris que la deuxième phase a été retournée au sud. Donc il y a tellement d'intoxication que nous n'arrivons pas vraiment à cerner le vrai du faux. Mais aujourd'hui, avec cette tournée, nous avons appris beaucoup de choses. Tout ce que le gouvernement a fait pour le développement de Nati Tengou, nous avons pu avoir tout ça de façon officielle, ceux qui ont vraiment l'information. Par exemple, nous avons... Bon, les gens, par le passé, ont dit que la route de Kwandé était déjà faite par le gouvernement passé et que c'est le budget du temps de Yahi qui avait déjà financé ce projet. Mais aujourd'hui, avec tout ce que les gens ont dit au cours de cette tournée gouvernementale, nous avons compris que c'est le président Talon qui est en train de vraiment œuvrer pour cette voie-là. Et vraiment, nous le remercions beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est vrai qu'autour de ce projet, il n'y a pas assez de communication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à savoir qu'est-ce qui est fait pour Nati Tengou, qu'est-ce qui n'est pas fait. Mais aujourd'hui, avec toutes les explications, tous les détails qui ont été donnés au cours de cette sensibilisation gouvernementale, moi je pense que c'était vraiment important que cette tournée-là ait lieu pour vraiment permettre aux gens, pour éclairer la population de tout ce qui est fait dans le PAG. Et par rapport à Nati Tengou, on nous avait promis une deuxième phase d'asphaltage après la fin donc, de la première phase. Effectivement, les ouvrages ont été réceptionnés pour la première phase et nous avons eu de belles rues asphaltées, éclairées dans la nuit. Ce qu'on ne comprenait pas, on s'attendait à être dans la seconde phase, mais on apprend que c'est arrêté. Mais ça, on ne le savait pas. Pourquoi est-ce que c'est arrêté? C'est toujours dans l'intérêt donc, de nos populations à Nati Tengou. En fait, on nous a expliqué que la première phase qui a fait naître des voies asphaltées a été dérangée
par donc ces eaux fluviales. Et par endroits, ces rues asphaltées ont deux problèmes liés donc aux eaux fluviales mal canalisées. Et donc, Nati Tengu a été prise en compte dans un autre projet pour corriger les erreurs de la première phase où les eaux n'avaient pas été bien canalisées. Et ce projet, qui coûte des milliards, viendra donc construire d'autres ouvrages pour bien canaliser les eaux afin qu'on puisse procéder à la phase 2 de l'asphaltage. Cette explication, nous on ne l'avait pas. Mais la tournée gouvernementale a permis que nous puissions comprendre et nous félicitons le gouvernement de la rupture, le président Talon, pour donc tout ce qu'il fait pour Nati Tengu. Dans un autre volet de l'actualité, le projet Voix et Leadership de Oxfam Bénin a atteint son épilogue. L'initiative a démarré en 2019. Elle a consisté à améliorer la réalisation des droits humains au profit des jeunes femmes et jeunes filles. Pour marquer cet événement, un atelier national sur l'égalité des sexes a été organisé cette semaine à Cotonou. C'était en présence des partenaires du projet, Hugues Vignibé. Le projet VLF. Violence faite aux femmes, scolarisation des filles, autonomisation des femmes, lutte contre le mariage précoce et forcé. Ce sont, entre autres, les thématiques ciblées par le projet Voix et Leadership des femmes. Après 5 ans de mise en œuvre de ce projet dont la finalité est la valorisation des droits des femmes, l'heure du bilan a sonné. En matière d'amélioration de la gestion et de la viabilité des organisations soutenues, nous avons pu observer des avancées significatives dans la gouvernance des ODDF avec une diversification des partenariats. Dans le domaine de l'amélioration de la prestation de programmes et de services de qualité, nos organisations ont su mettre en place des services de haute qualité, incluant des programmes innovants qui ont touché la vie de nombreuses femmes et filles. Ce projet binational a permis de réaliser des avancées considérables dans le domaine de la promotion de la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles et le progrès de l'égalité entre les sexes au Bénin. Nous devons continuer à bâtir sur des bases solides que nous avons établies. Les défis sont nombreux, mais avec la même détermination et le même esprit de collaboration, nous pouvons les surmonter. Célébrons nos progrès vers l'égalité des sexes au Bénin et planifions ensemble l'avenir. Tel est le thème de cet atelier. Le projet Voix et Leadership des femmes est soutenu par plusieurs structures, dont l'ambassade du Canada au Bénin, à travers Affaires mondiales Canada. Le succès que nous célébrons aujourd'hui témoigne de l'efficacité d'un partenariat solide et d'un dévouement sans faille de la part de toutes les organisations de défense des droits des femmes que nous appelons couramment les ODDF, qui ont été impliquées dans ce projet. Le Canada réaffirme sans équivoque son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, des valeurs qui sont au cœur du programme Voix et Leadership des femmes. 38, c'est le nombre total d'organisations de défense des droits des femmes ayant bénéficié de ce projet financé par 3 différents mécanismes. Nous avons apprécié chaque moment passé avec vous et entre nous et avons beaucoup appris. Nous avons appris des choses utiles pour le développement futur de nos organisations. Au terme de l'atelier, les participants ont visité la foire au partenariat organisée pour la circonstance. Au total, 130 375 personnes sont touchées par le projet Voix et Leadership des femmes dans 73 communes et les 12 départements du Bénin. La violence faite aux femmes en milieu artisanal. Pour atténuer un tant soit peu les effets du changement climatique, la société béninoise de boissons rafraîchissantes Sobebra a procédé à la mise en terre de plants sur le site de la forêt classée de Sémin hier. Le détail avec Assion Mokognation. Avec 50 000 plants mis en terre, la société béninoise de boissons rafraîchissantes montre son engagement à la préservation de l'environnement. Réunis ici sur le site de la forêt classée de Sémin, dans le cadre de la journée de reboisement et d'entretien,
Le personnel de la société, assisté des agents des eaux, forêts et chasse, a répété son acte habituel. Aujourd'hui, 8 juin 2024, nous plantons 50 000 arbres dans la forêt classée de Sémé. C'est un acte rempli d'espoir. Chaque arbre planté est une promesse de vie supplémentaire, un poumon vert qui contribuera à améliorer la qualité de notre air et à lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, la planète Terre est confrontée aux effets néfastes des changements climatiques, dont entre autres inondations, sécheresses, réchauffement. Des phénomènes contre lesquels, depuis 2018, lutte la Sobebra à travers des interventions au Bénin. Un acte fort qui participe à la sauvegarde de l'environnement et pour laquelle l'administration des eaux, forêts et chasses encourage la société à continuer ses efforts. Je voudrais demander donc à la Sobebra de rester l'ami fidèle de la forêt, quelles que soient les vagues qui peuvent secouer l'environnement. Le vent souffle dans la forêt, mais les oiseaux ne tombent pas de l'arbre. Attachez-vous à la forêt comme vous avez commencé à le faire jusque-là. Diverses espèces sont mises en terre ici sur des hectares. Acacia, eucalyptus, caïa et fraqué. Pendant longtemps, les mauvais comportements ont contribué au déboisement du site. Aujourd'hui, le ministère du Cadre de vie appelle à une prise de conscience de la population. Toute cette forêt a été reboisée, a été restaurée par l'administration forestière. Mais par nos actes, nous l'avons, j'ose pas prononcer le mot, mais on a détruit donc cette forêt-là. Et aujourd'hui, on se met encore à replanter. Alors, il va falloir que chacun de nous prenne conscience de ce que représente la forêt pour nous. Et que nous puissions reboiser, mais non seulement reboiser, de pouvoir entretenir les arbres que nous plantons. À ce jour, la Sobebra a déjà mis en terre plus de 250 000 plants répartis sur 120 000 hectares sur l'ensemble du territoire. Les communes sont les cibles de la société qui choisit des sites de forêt pour ses actions. Atelier de formation et de simulation d'exercices de crise au Centre de prévention et de gestion de crise avec le soutien de l'Agence belge de développement Enabel. Le rendez-vous a été pris pour servir de cadre aux participants, les policiers républicains, dans le but de s'imprégner et de mettre en pratique les procédures manuelles de gestion de crise. C'est bien la deuxième phase du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine. Imet Hélène Amoussou. La session, selon les participants, est venue à point nommé et elle réunit des représentants de toutes les composantes du secteur de la sécurité, notamment les agents de la police républicaine, ainsi que d'autres acteurs impliqués. Les assises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine, PAOP. Face à l'insécurité qui s'accroît, plongeant nos populations dans la panique, il est nécessaire que les responsables à divers niveaux soient bien outillés afin d'apporter une solution fiable. L'objectif du présent atelier est de nous former sur les notions théoriques et pratiques en matière de sauvetage. Alors, saisissons dès à présent toutes les opportunités qui nous seront offertes par les différents formateurs pour combler nos attentes et contribuer à la tranquillité de nos paisibles populations. Cet atelier donc vient à point nommé pour permettre aux différents acteurs de la chaîne de réaction de maîtriser tout le sens, je dirais même l'essence, sinon la quintessence, du rôle qui est le leur dans la gestion efficace des crises. Cadre pour s'approprier les outils nécessaires à la gestion efficace d'une crise, la formation sera couplée avec des exercices de simulation. Ce rendez-vous de DASA qui va durer 4 jours offre aussi l'occasion aux participants de revisiter, s'imprégner, mettre en pratique les procédures de gestion de crise définies dans le manuel élaboré
et validé lors de la phase précédente du PAOP, initiative du Centre de prévention et de gestion des crises. La rencontre se tient grâce à l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement ENABEL. La session de formation et d'exercice de simulation en gestion de crise ici à Dassa a pour objectif de vous inspirer d'une démarche unique et structurée en gestion de situations de crise et catastrophes. L'Agence belge de développement ENABEL, à travers le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine PAOP, soutient les autorités béninoises depuis 2020 et continuera ses actions de formation, d'exercice, de conseil, de projet et d'accompagnement dans ce domaine important tout au long de la durée du projet PAOP 2 jusqu'en 2028. Je prie les uns et les autres de bien vouloir saisir cette chance et que cette formation nous apporte beaucoup de connaissances en matière de gestion de crise. On aura encore assez de notions pour prendre les dispositions nécessaires et pouvoir parer au mieux pour que des crises n'arrivent pas et quand cela s'impose à nous, qu'on ait les moyens nécessaires et qu'on prenne également toutes les dispositions qu'il faut pour faire face à cela. La présente session de formation et d'exercice de simulation qui se déroule à Dassa est également organisée dans le Borgou et la Donga. Religion pour finir, les fidèles musulmans du Bénin se préparent à célébrer l'édition 2024 de la fête de Tabaski. Contrairement aux années précédentes, les sites de vente de bêtes, de moutons, notamment pour l'Aïd el-Kébir, cette célébration sont déserts à Parakou. Habituellement, un mois avant l'Aïd el-Kébir, les troupeaux de moutons disponibles à la vente envahissent les sites. Mais cette année, c'est le contraire. Epiphane Chabi et Socrate Adantoné ont fait le constat dans les 3 arrondissements de la ville. Cet espace vert inoccupé est le site habituel de vente de moutons de la fête de la Tabaski au quartier Guéma dans le 3e arrondissement de Parakou. Et ces bêtes qui s'y trouvent ne sont pas à vendre, mais plutôt en divagation. C'est le triste visage que présentent plusieurs autres sites de vente de moutons dans la ville de Parakou, ceci à quelques jours de la célébration de la fête de la Tabaski. Les géants qui s'occupent de la vente de moutons ne sont plus venus cette année. Cette année, nous sommes pratiquement à 2 semaines de la vente de la fête de Tabaski. Donc, les moutons ne sont pas venus cette année. Du fait qu'il y a la fermeture de la frontière, le parking n'est plus fréquenté comme auparavant. Et les vendeurs de moutons également sont bloqués du côté du Niger. Donc, les gens ont levé des bêtes, mais ils ne peuvent pas traverser la frontière pour venir vendre ça au Bénin. Dans les sites de vente de moutons, du 1er au 2e en passant par le 3e arrondissement de la ville, le constat reste identique. Ici à Okedama dans le 1er arrondissement, seul ce vendeur occupe ce site qui a de pareils moments les années antérieures, grouillait déjà de monde. L'année passée à pareil moment, le marché était déjà gorgé de moutons. Les étrangers de l'autre côté ont l'habitude de venir. Nous sommes de Parakou. Nous, les éleveurs, nous sommes déjà sortis, c'est les quelques-uns qui sont à la maison. Mais à l'instant T, voilà tout ce que nous voyons sur le terrain. Niger, là, c'est 0%, pas de passage. On a vu un camion rare. Et lui, il a pris par où? Il a pris par le village qu'on appelle côté Nigeria pour sortir vers Kabola et prendre par ici pour partir. Ça veut dire que lui, il a faufilé. Sinon, le Niger, 0. C'est une célébration particulière de la fête de la Tabaski qui s'annonce donc que c'est déjà beaucoup d'inquiétude dans le rang de quelques fidèles musulmans qui pensent que la situation actuelle est liée à la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Cette année, vraiment, les moutons ne viennent plus. Parce que les années passées, à l'heure actuelle que nous sommes, vous allez voir les camions un peu partout avec les chargements des moutons. Mais cette année, même un camion, je n'ai pas encore vu. Actuellement, il n'y a aucun camion qui est d'abord dans notre ville de Parakou. Sans vous mentir, là je me promène un peu partout. Je suis très découragé. Même moi qui est debout ici devant votre canal, c'est Dieu qui va me donner. La fermeture de ces frontières-là, ça nous a amené un grand pleur qu'on ne sait pas
Ça va finir quand? La Tabaski reste et demeure la fête la plus importante de la religion musulmane. Il s'agit d'une célébration en mémoire du prophète. Pour son dévouement à Allah et malgré le contexte particulier de cette année, la fête prévue pour le 16 juin prochain aura lieu dans le respect des prescriptions islamiques. Bonne soirée dominicale à chacun et à tous.